Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co et en podcast à retrouver toutes les semaines. Et bien, après un début quand même très chargé du mois de juin, on continue et on le finit même en beauté avec un numéro aujourd'hui consacré à Final Fantasy XVI qui sort le 22 juin. Et pour en parler, j'ai deux gros experts avec moi. Vous allez voir, vous allez tout savoir de la saga. Et tout d'abord, Nicolas Dixmier. Bonjour Nicolas. Bonjour Mélinda. Journaliste chez jvcomjeuxvideo.com. Exactement. Et grand connaisseur. Grand amateur de la série, et ouais. Tu vas tout nous dire. Et j'ai pour t'accompagner notre spécialiste maison, Victoria Burnez, journaliste aussi à Tech & Co. Et allez, Final Fantasy, ça n'a pas trop de secret quand même pour toi. Non, ça va. Tu vas tout nous raconter aussi. Et bien voilà, c'est évidemment la grosse actu de la semaine, mais on va commencer quand même l'actu à chaud avec une petite actu. Allez, c'est parti. Alors, messieurs, dames, pour démarrer, je voulais qu'on parle du PlayStation Plus, nouvelle formule qui fête son premier anniversaire. Alors, ça avait été lancé fin mai l'année dernière au Japon. En France, c'est arrivé le 22 juin, donc un an tout court. Sony a donné des chiffres, ce qui leur arrive quand même relativement jamais, et ils nous ont annoncé 47 millions d'abonnés au PlayStation Plus. Alors, pour rappel, est-ce que Nicolas, tu peux nous rappeler comment ça fonctionne le PlayStation Plus ? Oui, alors pour le coup, c'est un abonnement soit mensuel, soit annuel, pour pouvoir avant tout jouer en ligne. Au départ, c'était ça, c'était le principe de base, mais maintenant, depuis la refonte en juin dernier, il y a 3 offres différentes, pour le coup, qui sont assez différentes. Donc on a l'Essential, qui est ce qu'on connaît depuis toujours, à savoir qui permet de jouer en ligne et de conserver ses sauvegardes sur le cloud. Et 3 jeux gratuits par mois, c'est vrai. L'Extra, qui est le palier juste après, qui coûte un peu plus cher et dont le but est d'avoir accès à un catalogue de jeux qu'on peut télécharger à n'importe quel moment pour y jouer quand on veut. Et le Premium qui tout ça réunit avec, en plus, si je ne me trompe pas, donc de pouvoir jouer à des jeux anciens, d'anciens jeux PlayStation, voilà, des jeux classiques, des jeux en version d'essai, donc des jeux qui n'ont pas de démo, mais un essai de 2 heures environ à peu près. En fait, ça dépend, de 1 heure à 5 heures, mais il y a surtout des jeux assez récents. Vous aviez Horizon Forbidden West, il y a Cyberpunk, God of War, etc. Et de pouvoir aussi jouer à des jeux en streaming. Ça aussi, c'était la grande nouveauté du Premium, qui en fait reprend ce que faisait le PlayStation Now avant, qui était le service de streaming de Sony. Maintenant, ils ont tout fusionné dans le PlayStation Plus avec ces 3 paliers différents. Alors voilà, donc ils nous ont annoncé 47 millions d'abonnés. Ouais. Alors on sait que son grand rival, parce que c'était aussi un peu ça l'intérêt, c'est d'aller concurrencer le Xbox Game Pass, évidemment, qui donne, lui, au dernier chiffre, mais c'est pareil, ils sont un peu avares en chiffres, 30 millions d'abonnés. Donc on se dit, la victoire, elle est normalement sans contexte pour le PlayStation Plus. Sauf que j'ai un petit chiffre pour vous. Parce que 47 millions, on était fin 2021, donc avant le renouveau, à 48 millions d'abonnés. Et il venait de fin 2020, 47,4 millions d'abonnés. C'est-à-dire que cette nouvelle formule, en fait, n'a pas fait d'émule plus que ça. Est-ce qu'il y a assez de renouvellement aussi ? Parce que moi, je l'ai gardé pendant quelques mois, le PlayStation Pass, et finalement, il y avait assez peu de renouvellement, j'ai l'impression. T'avais pris quoi comme niveau d'abonnement ? Je crois que c'était extra, ouais. Donc t'avais quand même quelques gros jeux, mais c'était pas du tout les dernières sorties. Et ça m'avait surtout permis de jouer à des petits jeux style, comme Spiritfarer par exemple, que j'avais découvert avec ça. Il y avait quand même quelques gros trucs. On avait rejoué à God of War, un truc comme ça. Mais au final, moi j'étais vite tournée en rond. T'avais fait Stray avec le pass. Ouais, j'avais fait Stray aussi. Ah voilà, parce que c'était Stray en fait. C'était ça qui a vraiment vendu le service au départ, c'est qu'en gros les gens voulaient pas payer 30 € pour un jeu de 5 heures où on joue un chat, et en fait le PlayStation Extra, il suffit de payer 1 mois d'abonnement ou même juste de faire la période d'essai, et les gens ont un peu sauté sur l'occasion pour essayer le jeu. Alors, donc ça c'était vraiment intéressant. C'est ça qui a propulsé un peu. Est-ce que ça n'avait pas été une fausse promesse, Stray ? Parce que c'était un jeu qui sortait sur PS5, donc on s'est dit, chouette, les jeux PS5 vont arriver sur le PlayStation Plus, sauf que c'était pas le cas. Non, pour le coup, en fait, Stray, c'est un peu l'exception. C'est un peu l'un des rares jeux disponibles dans l'extra et le premium en Day One, et qui attire les gens. Parce qu'à part ça, en fait, c'est des jeux qu'on connaît déjà, mais auxquels on peut jouer à prix un peu plus bas grâce à cet abonnement, quoi. Est-ce que, Victoria, s'il y avait eu les sorties Day One des jeux PlayStation, des vrais jeux PlayStation, ça t'aurait fait rester ? Je pense que oui, ouais. Parce que là, c'est un peu, finalement, oui, c'est ça. Moi, je suis rapidement tournée en rond. Ça m'a permis quand même de rejouer à des trucs auxquels j'avais déjà joué avant et de les redécouvrir, mais j'ai pas eu de grosses découvertes non plus. Pour preuve, le jeu le plus joué du service, c'est Ghost of Tsushima, donc c'est le jeu de samouraï de Sony, qui est vieux, qui est un jeu de la fin de la PS4. Quoi ?
Enfin, c'était 2020, non? Oui, c'est 2020, c'est Ouais, fin c'est ça. 2020, c'était après Ouais. Last of Us Part 2. Et en fait, c'est ça qui est le plus joué. Donc les gens se servent du service pour jouer à des jeux qu'ils ont ratés, en fait. Oui, Plutôt c'est que ça. vraiment pour des jeux nouveaux comme fait le Game Pass. Le Game Pass, c'est vraiment une arrivée régulière de jeux nouveaux, pas forcément des vieux auxquels on n'a pas joué. Il y a ce côté rattrapage, mais aussi ce côté nouveauté Day One dans le Game Pass que forcément n'a peut-être pas Sony pour le moment. Alors, il y a eu quand même du Ça. changement dans le PlayStation Plus. Mine de rien, avec l'ancienne formule, si vous étiez possesseur d'une PS5, au moment où vous l'aviez, vous aviez le PlayStation Collection, Oui. qui étaient les gros titres de la PS4 qui étaient Mhm. gratuits. C'est fini. Ils l'ont retiré. Alors en plus, dans la sélection qu'il y avait quelques jeux un peu, on se demande qu'est-ce qu'ils foutaient là, comme Black Ops 3, c'était un peu étonnant. Mais c'est vrai qu'il y avait tous les classiques, Persona 5, God of War, Infamous, donc vraiment des grands classiques de la console. Ouais. Et en fait, oui, Sony a décidé de mettre fin à ça après, alors que la console fête bientôt ses 3 ans là. Donc c'est Mais assez étonnant. il commence à y en avoir plus, c'est pour ça qu'ils se Oui. sont dit on va limiter les anciens jeux. Alors, pour vous donner une idée, donc on parlait des 30 millions du Xbox Game Pass d'abonnés. L'offre qui était censée correspondre le plus à l'offre de base du Game Pass, c'était l'offre extra, donc qui est à 13,99 € par mois, 99,99 € par an, donc 100 € pour arrondir. C'est le prix, c'est au-dessus de la version Ultimate, sauf que les gens n'ont pas du tout adhéré à cette offre-là. Moi, il y a 6 millions de personnes qui ont pris en fait l'abonnement extra. Il y a plus de gens, il y a 8 millions sur l'offre premium, notamment parce que je pense qu'il y a ceux du PlayStation Now qui était la seule offre qui permettait d'avoir des jeux PlayStation 4 à l'époque sur un PC. Ouais. Faut pas oublier. Bien Donc sûr. on est finalement qu'à 14 millions. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu loin de la promesse et des espérances de Sony sur ce PlayStation Plus ? Pour revenir juste un peu sur le premium, c'est vrai que c'est l'offre la plus intéressante parce que l'extra, il y a vraiment ce côté offre d'entre-deux qui a du mal à satisfaire tout le monde, tandis que le premium, on a la même chose que l'extra avec des petits bonus en plus qui font aussi un peu la différence. C'est 17 € par mois quand même. Hein. Bien Là, sûr. on parle d'une Mais offre en fait, à 17 € c'est pour pour jouer à ces- des jeux PS1. Alors oui, mais aussi des jeux PS1, PS2, PS3, PS3 en streaming justement. Et je pense que les gens se disent, quitte à payer cher un abonnement, autant y aller à fond et skipper l'extra dont le catalogue est peut-être pas suffisant pour attirer de nouveaux joueurs en fait. Ouais. Donc on est loin. Est-ce qu'on est loin du Xbox Game Pass dans la proposition ou pas ? En termes de jeu, tu veux dire? En termes d'offres globales, de jeux. Au moins, il y a les jeux Day One. Alors là, au Xbox, on peut leur reprocher les choses. C'est ça, c'est qu'en plus, il y a Et il y a le cloud. Il y a le cloud, il y a les gros jeux Day One. Starfield, c'est une grosse cartouche de fin d'année pour Xbox. Et pour le coup, ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui sortent Day One Game Pass. Et du coup, ça fait que régulièrement, tous les 1 ou tous les 2-3 mois, tu as envie de reprendre ton abonnement pour jouer à ces jeux-là en premier et pas forcément comme PlayStation qui, eux, ont des vieux jeux qu'ils mettent dans le catalogue pour rattraper son retard, pour rattraper ses devoirs. Pour étoffer, quoi. Pour étoffer, c'est ça. Tandis que Xbox a les deux. Il y a à la fois des vieux jeux pour rattraper, genre Need for Speed Unbound qui est sorti en décembre dernier, qui arrive dans le Game Pass là. Là, franchement, 6 mois après la sortie du jeu, c'est quand même pas mal, c'est quand même une offre intéressante. Et à côté, tous ces jeux indépendants, ces petites pépites qu'on a envie de jouer, enfin où les gens n'ont pas forcément envie de payer, forcément dans le Game Pass, on a envie de le lancer comme ça. Des trucs que tu n'aurais jamais découvert si tu l'avais pas. Exactement. Hi-Fi Ouais, Rush c'est ça. qu'on voit là par exemple à l'écran, le jeu très coloré de Bethesda et des mecs qui ont fait Evil Within, donc un jeu d'horreur, ce qui est assez étonnant. Ce qui est assez paradoxal. Typiquement, s'il n'y avait pas eu le Game Pass ou s'il n'était pas dans le Game Pass dès son annonce et donc son lancement, je pense que les gens ne seraient pas intéressés. Et en fait, ça fait une cartouche en plus pour le Game Pass de donner envie aux joueurs de relancer régulièrement le service, quoi. Alors, Sony a annoncé l'arrivée prochaine de jeux PlayStation 5 en cloud gaming, enfin en cloud streaming. Attention, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne pourrez y jouer que sur votre console PS5. Donc, c'est aussi un moyen de redonner un peu d'allant à cette offre. Ce sera seulement pour les abonnés premium, mais ce ne seront pas des jeux PlayStation maison. D'accord. Qui arriveront tout de suite. Donc il faudra quand même attendre. Juste pour vous donner un dernier chiffre, on a à ce jour quasiment 36 millions de PS5 dans le monde, 120 millions de PS4. Donc calculé, ça veut dire qu'on arrive à 155 millions. Ouais. Pour combien je vous ai dit 47 millions 47 millions d'abonnés, ça fait pas lourd. Alors en face, on a 21 millions de Xbox et je ne sais plus, ils ont arrêté de donner les chiffres réels, mais je crois qu'on est à 50 millions pour la Xbox One. Le ratio, il est quand même un peu meilleur. Après, Xbox, ils sont malins, ils se mettent sur les télés, sur les smartphones pour le cloud gaming, un peu partout. Donc voilà. Mais pour le coup, dans la stratégie de Sony, en fait, le PlayStation Plus, c'est, comme son nom l'indique, du plus pour eux, parce qu'en fait, ce qui est assez fou, c'est que la PS5, c'est l'une des rares consoles de l'histoire de l'humanité qui est rentable pour son éditeur, pour son constructeur plutôt. Au départ, normalement, une console, ça sert à... C'est une plateforme qu'on vend pour que les gens achètent des jeux, et c'est sur les jeux que les constructeurs et les éditeurs font de l'argent. La PS5, c'est l'une des rares consoles où le Sony fait directement de la marge dessus. Et en fait, entre les PS5
avec les jeux Sony qui sont aussi souvent des cartons vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Le PlayStation Plus, c'est une rente régulière d'argent pour eux. Et donc en fait, même s'il y a que, on dit, si je me trompe pas dans le calcul, un tiers ou un quart des joueurs qui ont le PlayStation Plus, pour eux, c'est une rentrée d'argent régulière qui reste très intéressante. Rentable, ouais, bien sûr. Que ce soit en annuel ou en mensuel, pour le coup, ça reste super intéressant pour eux, quoi. Donc voilà, donc affaire à suivre pour le premier anniversaire. Donc c'est plutôt bilan mitigé pour le PlayStation Plus. Bon, on verra ce qu'ils font mieux en deuxième année. Eh bien, c'est l'heure d'attaquer le gros morceau de l'émission. On va parler Final Fantasy XVI, donc qui sort le 22 juin sur PS5. On fait beaucoup de Sony, c'est pas de notre chose. Il y avait une très très longue démo pour ceux qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. Là, on a de la chance, on a 2 personnes qui ont mis la main beaucoup plus longtemps sur le jeu, les petits vénards. Et donc, on va reparler de cette saga qui est née en 1987 sur Nintendo. Faut pas l'oublier. Nintendo, ouais. Au Japon, nous on l'a eu beaucoup plus tard, en 1994. Ils annoncent 173 millions d'exemplaires vendus, donc des 15 premiers épisodes, plus dérivés, plus remake, plus tout ce que vous voulez. Plus jeux mobiles. Victoria, comment est-ce que tu nous résumerais Final Fantasy, la saga, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est un gros morceau, c'est sûr. Comment on pourrait résumer ça? En gros, Final Fantasy, déjà, c'est 15 épisodes qu'on dit canon, c'est-à-dire officiel, numéroté, quoi, 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et en gros, l'histoire tourne un peu toujours autour d'un groupe de personnes qui sont destinées à lutter contre les forces de mal. En général, c'est plutôt ça. Oui, c'est en fait le but de Final Fantasy, c'est que c'est avant tout une série d'anthologies où justement chaque épisode se déroule dans son propre univers indépendant. Pour le coup, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer aux 15 épisodes pour jouer au 16 qui sort cette semaine. Ce ne sont pas des suites. Là, clairement, ce n'est pas des suites. C'est plutôt qu'il y a des thématiques et des éléments qui reviennent en commun, des sorts, des créatures ou des noms de personnages. Mais chaque jeu est indépendant et on retrouve l'Empire aussi. Il y a un empire souvent dans beaucoup de jeux. À la fin, on affronte souvent un dieu. Enfin, c'est vraiment une esthétique assez globale qu'on retrouve d'un jeu à l'autre. Mais c'est une série vieille de 35 ans et ce qui est assez fou, c'est que c'est la série de jeux japonais la plus vendue au monde derrière les jeux Nintendo. C'est-à-dire derrière Mario et Pokémon, même devant Zelda, Final Fantasy est la franchise japonaise qui a vendu le plus de jeux au monde et ça prouve vraiment le succès d'un succès sur le long terme, justement de 35 ans d'histoire, qui est justement permis par ce renouvellement perpétuel. C'est le mot important, c'est vraiment chaque épisode est un renouveau, on peut rentrer dans chaque nouvel épisode sans problème, et c'est ce qui fait que la série a une telle longévité aujourd'hui. Mais alors, justement, c'est ce qu'on appelle les JRPG, donc les jeux de rôle japonais. On se dit, ça n'aurait jamais dû quitter le Japon. Pourtant, ça marche à l'international. C'est grâce à quoi ? En fait, je pense que c'est surtout avec Final Fantasy VII qui est arrivé sur PlayStation. C'était le premier jeu en 3D et tout, et c'est bien sûr là que Final Fantasy est devenu extrêmement populaire. Donc là, on est en 1997, c'est ça? 97, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Final Fantasy, c'est quand même un format qui est assez différent des RPG traditionnels. Enfin, genre, si tu compares un The Witcher ou un truc comme ça, c'est pas... T'as des thématiques qui sont tout à fait différentes et tout ça, et qui pourraient sembler ne pas plaire à tout le monde, mais en fait... tu rentres hyper bien dedans, les histoires sont hyper accrocheuses, les personnages sont hyper attachants. Après, c'est pas du tout objectif. Mais tu n'es pas neutre, mais c'est pas grave, c'est pour ça justement. Tu nous en parles avec le cœur, c'est ça qui est beau. Et ça, pour le coup, vraiment, FF7, c'est l'épisode le plus important de la saga parce que c'était le premier en 3D, comme tu as dit justement. 3D, ouais. Et c'est le premier à sortir en Occident, enfin plutôt en Europe. C'est le deuxième qu'on a eu seulement en Europe. En Europe, c'est le premier pour le coup. C'est le premier qu'on a eu. En fait, aux États-Unis, ils ont eu le premier, le 4 et le 6. Avec des numérotations dans le bordel. Et en plus, ça avait été tout à fait... ils avaient complètement changé plein de trucs dans les jeux pour les sortir aux États-Unis. C'est un peu compliqué, mais vraiment, le 7 marque vraiment un tournant parce qu'en fait, il y a ce côté en 3D, donc sur la PS1, c'était très important pour les gens d'avoir vraiment une sorte de renouveau de leur expérience de jeu. Et en fait, combiné avec une histoire qui était passionnante, un univers cyberpunk qui colle un petit peu au nôtre, très moderne, et vraiment une histoire des personnages et un système de jeu qui a vraiment marqué tout le monde. Et FF7, c'est vraiment le jeu le plus important de la franchise, et c'est pour ça qu'il y a aussi un remake qui est en cours en ce moment. Il y a le premier épisode qui est sorti en 2020. Là, on attend la deuxième partie qui est Rebirth en 2024. Début 2024. Et il y aura une troisième partie, encore en qui sortira, je ne sais pas, 2026-2027. D'ailleurs, ils ont eu tendance à un peu user et abuser des remakes. C'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près les remakes de tous les épisodes. C'est-à-dire que pour le 7 en particulier, c'est pas la même chose parce que du coup, le 7 était vraiment sorti en mode 3D à l'ancienne en 97, tu vois. C'était pas non plus... Quand on compare les deux, ça n'a quand même rien à voir. Là, on est dans un remake sur un jeu très très moderne, visuellement, graphiquement. C'était un peu à l'ancienne, comparer les vieux Zelda à Tears of the Kingdom. C'est un peu, ça l'ambiance. C'est pour ça que je pense que le remake était aussi nécessaire parce que FF7 c'est totalement un pilier du jeu vidéo et il y a plein de gens qui n'y avaient pas joué parce que c'était soit trop vieux, soit qu'ils n'y avaient pas eu accès, quoi.
Donc oui, mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de remakes, beaucoup de trucs, beaucoup de petits trucs sur les Parce sur qu'Enix, DS c'est un peu comme Capcom, c'est les rois du portage et du remaster, justement, pour décliner 50 fois leur jeu dans toutes les versions. Kingdom Hearts, hein. Exactement, mais là, on pense aussi à Final Fantasy Pixel Remaster qui vient de sortir récemment. En gros, on a les 6 premiers épisodes qui sont refaits avec des graphismes, toujours en pixel art, mais quand même plus lisses, avec des options de jeu un peu plus confortables, ce qui fait que c'est moins pénible à jouer. Mais ça prouve à quel point Square Enix est assez fier de son catalogue, qu'il le ressort régulièrement sur toutes les machines. Je crois que Final Fantasy 4 est sorti sur plus de 20 consoles différentes. C'est ce que je vais dire, c'est-à-dire que ce que j'allais vous dire, c'est que le premier était sur une exclue Nintendo. Bon là, celui-ci est une exclue qui arrive le 16, une exclue PS5. Le précédent, si je me trompe pas, le 15 était sorti sur Xbox One et PC et PS4 à l'origine, mais après porté. Est-ce que faire des remakes, ça leur permet pas aussi de toucher encore plus de consoles qui n'avaient pas pu toucher à l'origine, juste tout bêtement? Plus que de joueurs, plus que de joueurs, de fait de joueurs. Mais... Oui, sauf qu'on dirait que Square Enix, qui est le développeur de Final Fantasy, boude un peu Xbox, parce qu'en fait, les jeux Final Fantasy sur Xbox, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, parce que Final Fantasy VII Remake n'est pas sorti sur Xbox. Voilà. Pixel Remaster, c'est sur Switch, PC et PS4 et mobile. Et non. Donc en fait, là, récemment, Phil Spencer, donc le patron de Xbox, a dit qu'il aimerait bien justement réchauffer ses liens avec le Japon, et en particulier avec Square Enix, parce que c'est vrai que en fait, récemment, il y a eu Crisis Core, qui est la préquelle de Final Fantasy VII, qui est sorti sur toutes les plateformes, dont la Xbox One et la Xbox Series. Mais à part ça, en fait, même ce qu'on voit actuellement à l'écran, Final Fantasy XIV, qui est le jeu en ligne de la saga, il est disponible que sur PC et PS5 en fait, et PS4. Donc, et PS4, ça, il n'est pas. Non. Mais alors pourquoi? Est-ce que parce que les liens sont trop forts avec Sony ou parce que Xbox c'est trop occidental? Parce que les liens sont vraiment très forts avec Sony. Pour le coup, c'est que depuis Final Fantasy VII, qui avait vraiment, où Sony avait racheté un peu l'exclusivité, c'est plutôt Square Enix qui avait décidé de faire le jeu sur PlayStation, parce qu'en fait, la console était plus puissante que la console de Nintendo à l'époque, la Nintendo 64, qui n'avait pas passé sous le capot. Et ben en fait, depuis, vraiment, il y a une relation de confiance entre les deux éditeurs. Et en fait, on dirait que Square Enix reste un peu fidèle. Et il y a aussi Sony qui paye aussi une exclusivité à Square Enix pour que ses jeux restent sur sa console. Je croyais que c'était mal les exclusivités chez Sony. Là, pour le coup. Je dis ça, je dis rien, mais bon, ils ont peur qu'il y en ait d'autres qui prennent des exclusivités, là, ça dérange moins. On dit du bien de Final Fantasy. Ils ont quand même eu une petite traversée du désert à un moment, au début des années 2010, parce qu'on attendait Final Fantasy XV, qui s'est fait très attendre. FF14 n'était pas exempt de tout reproche. On lui reprochait quoi surtout à FF14? Je vais essayer de résumer assez globalement, parce qu'en gros, le problème, c'est que dans les années 2010, la Square Enix a eu des gros problèmes avec l'architecture de la PS3, qui était la console la console sur laquelle ils avaient développé, parce que grâce à leur partenariat avec Sony. Et en fait, les années 2010 correspondent à une période où l'industrie japonaise a du mal à aller au niveau de l'industrie occidentale et des Américains sur les jeux vidéo. Et ça s'est ressenti avec des développements très compliqués, où leur méthode de faire ne correspondait plus du tout aux critères actuels, avec des équipes. Maintenant, les jeux demandent des centaines de personnes, et ça, forcément, ils n'avaient pas forcément pris ça en compte. Ce côté un petit peu artisanal de faire un nouveau moteur de jeu à chaque épisode, ce qui est plus possible aujourd'hui, ça demande trop d'argent. Et du coup, tu parlais de FF15. FF15, au départ, c'était Versus 13, donc un projet auxiliaire de Final Fantasy XIII, annoncé en 2006 pour une sortie en 2016. Donc ça a été une vraie traversée du désert. Et en gros, entre 2006 et 2020, il y a une vraie traversée du désert pour la saga, qui maintenant s'en sort un peu mieux. FF7 Remake, ça a été un vrai succès, pour le coup. Et FF16, ça se veut un peu dans la même lignée, pour le coup. Alors, je voudrais justement qu'on commence à parler de ce FF16. Parce que Victoria n'arrête pas de m'en parler. J'aime que je le dise, en me disant c'est génial et tout. Qu'est-ce que ça va changer, cet épisode? Moi, j'étais pas mal bluffée déjà. Ça va changer. Déjà, en fait, je pense qu'ils se sont un peu recentrés sur leurs ambitions, parce qu'avec le 15, on avait découvert un monde ouvert qui avait été pas mal critiqué. On en parlait tout à l'heure, justement. Parfois un peu vide, pas forcément pensé de la bonne manière et tout ça. Donc, c'est vrai que le 15 avait pas mal fait des déçus. Et là, vraiment, dans le 16, ils se sont recentrés. C'est beaucoup plus linéaire. Donc, après, ça peut être aussi critiquable. Moi, personnellement, j'adore, mais c'est pas... Voilà. Ils se sont recentrés là-dessus. On revient aussi à l'Heroic Fantasy, alors que ça faisait des années, des épisodes qu'on était sur la science-fiction. Et en termes d'accessibilité aussi, je trouve que le jeu est plus simple. On n'est plus du tout dans du tour par tour, ce qui était un peu le truc traditionnel de Final Fantasy depuis le début, sauf dans le 15 du coup, il me semble, oui.
Et voilà, donc c'est plus facile. Il y a plein de... Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Est-ce qu'il va être plus abordable pour des gens comme moi qui, par exemple, ont arrêté de jouer à Final Fantasy quand ça arrive en France, soyons clairs. Ouais. Est-ce que ça va être plus abordable, ce Final Fantasy XVI? Moi, c'est l'impression que... Pardon, non, excuse-moi. En fait, c'est vraiment pensé pour. C'est vraiment un Final Fantasy pensé avant tout pour le grand public, parce que, comme tu disais, c'est un vrai jeu d'action pur et dur. Ouais. Là, pour le coup, la dimension jeu de rôle est très à l'écart. L'équipement joue un rôle assez vraiment peu important. On est avant tout sur un jeu d'action, et par sa structure un peu linéaire avec quelques passages ouverts et un gros accent mis sur la narration, on pense évidemment à un God of War. Le God of War est évidemment une grande inspiration de ce FF16. Et pour ce qui est de l'univers, tu parlais d'un monde médiéval, là on est clairement sur du Game of Thrones. Pour le coup, on sent l'influence. Les inspirations sont impressionnantes. Pour le coup, là, c'est vraiment une inspiration assez forte, dans le sens où c'est très mature, très sombre, parfois très sanglant, parfois il y a de la nudité, il y a des thèmes qui sont très sérieux mis en avant, et la géopolitique occupe un rôle très important dans cet épisode-là. Donc en fait, on sent qu'ils ont vraiment voulu faire un épisode qui parle au marché occidental, avant tout, aux nouveaux joueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, qui disaient le tour par tour ça me rebute, cet épisode vraiment leur tend les bras. Mais alors il raconte quoi cet épisode? Parce que moi je ne sais pas. Racontez-moi. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Clive, du coup, c'est le nom du héros, Clive Rosefield, qui vit au royaume de le royaume de Valisthea. Donc ça c'est la carte du monde. Et en gros, déjà de base, comme dans tous les Final Fantasy, tu as une partie géopolitique. Donc tu as plusieurs royaumes qui se tirent un peu dans les pattes et tout ça. D'où le côté Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Je comprends mieux. Oui. Ouais, carrément. Et en fait, tout repose sur ce qu'on appelle les cristaux. Donc c'est une thématique qui revient assez souvent dans Final Fantasy finalement. Et les cristaux, en fait, c'est les citoyens, par exemple, s'en servent pour faire de la magie. Donc en fait, c'est un peu leur matière première. Tu vois, ils s'en servent pour faire de l'eau, de la glace et tout. Sauf que au bout d'un moment, je me suis... Vas-y, reprends. En gros, ça se passe dans un monde qui s'appelle Valisthea, où, comme tu disais, il y a d'énormes formations cristallines qui s'appellent les cristaux-mères, où les gens justement récupèrent des cristaux pour faire de la magie. Et en fait, il y a un mal qui attaque cette terre, qui s'appelle le fléau noir, qui en fait corrompt la terre et fait en sorte que la vie n'est plus possible. Donc en fait, à cause de la terre qui est de moins en moins habitable, les différentes nations vont se livrer une guerre entre elles pour prendre le contrôle de ces différents cristaux, mais aussi des ressources naturelles primaires. Et dans leur opposition, en fait, chaque État dispose d'un émissaire. C'est une personne qui est capable de se transformer en une créature un peu divine, qui rappelle en fait les invocations des précédents épisodes. On pense à Ifrit, Garuda, Shiva, Odin, Bahamut et toutes ces invocations qui sont vraiment iconiques de la série. Et donc en fait, il y a vraiment ce côté d'une guerre, d'un contexte de guerre entre ces différentes nations. Et dans tout ce contexte, on va incarner Clive Rosefield, qui, comme tu disais, en fait, est le fils de l'archiduc de Rosaria, qui est une des nations de cette carte-là. Et en fait, lui va voir son père et son frère être tués sous ses yeux par un primordial, donc une créature divine dont personne ne connaissait l'existence. Et du coup, alors qu'il a tout perdu, son royaume, sa famille, il va être transformé à l'état d'esclave au sein de l'Empire, et il va jurer de se venger justement de ce primordial qui a tué sa famille, et c'est vraiment une quête de vengeance au départ. D'accord. Merci, c'était beaucoup plus clair. Donc, si avec ça vous a pas donné envie de jouer, ils ont beaucoup d'ambition sur ce Final Fantasy XVI, parce que j'ai quand même trouvé une info qui m'a fait sourire cette semaine. On sent qu'ils ont un énorme respect chez Square et Hiroshi Takai aussi, le réalisateur de FF16, sur la saga. Et il a fait un mea culpa cette semaine. Je ne sais pas si vous avez entendu. Enfin, hier, c'était. Je pense savoir de quoi tu parles. Pour dire, on vous avait promis qu'il n'y aurait pas de patch Day One pour le jeu, pour respecter ceux qui, justement, n'ont pas une bonne connexion Internet. Malheureusement, il y aura un patch Day One. Et se fondre en excuse pour quelque chose qui est devenu aujourd'hui, mais une habitude. Enfin, il n'y a pas un jeu qui sort sans un patch Day One qui prend 3 heures. Surtout que le patch Day One pèse 200 mégas. Mais oui, c'est rien. Ce n'est pas des gigas. Et en plus, ils ont raconté qu'au départ, le jeu devait tenir sur 2 Blu-ray. Ouais. Ils ont réussi à tout faire contenir sur un seul Blu-ray pour que les gens n'aient pas à télécharger des choses en plus. Et avoir un patch Day One qui fait vraiment 200 mégas pour corriger en plus des problèmes de fréquence d'image à l'écran qui sont assez rares. C'est vraiment... J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment... Voilà, donc si évidemment vous avez beaucoup de respect pour leurs joueurs, mais c'est vraiment beau. C'est un truc de fou. Moi, je lis ça pour 200 mégas. Enfin, on parle de patchs qui font 15 gigas de temps en temps. Mais parfois, c'est 40. Voilà, s'excuser pour 200 mégas, et bien franchement, respect. Mais c'est parole. Hein. Mais voilà. Mais alors, ceux qui téléchargeront la version numérique à l'achat, ça passera crème. Pour ceux qui ont acheté la version boîtier, il y aura juste une petite mise à jour de 200 mégas à faire. Pour vous donner une ampleur, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'aura de Final Fantasy, c'était quand même
dans les musiques officielles de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Ah là là, quel moment incroyable. Voilà, il y a plein de concerts symphoniques. Ils ont aussi lancé les concerts symphoniques. Quand même. Ouais. Les Distant World. Distant World. Ouais. Alors, un mot, est-ce qu'il faut y jouer? Oui, alors oui, bien sûr, mais par contre, il faut savoir dans quoi on met les pieds. Donc c'est une aventure assez longue, 100% action pour le coup, parce que ça se veut vraiment destiner à un public occidental et à un public de nouveaux joueurs. C'est une histoire qui est assez dirigiste. Par contre, il y a beaucoup de cinématiques. Il y a 11 heures de cinématiques, mais rassurez-vous, on ne les subit pas parce qu'en fait, le rythme du jeu fait qu'en sorte. On peut pas les zapper. En plus, on peut les zapper, bien sûr. Bien sûr. Super bien. Mais c'est l'intérêt principal du jeu. Donc en fait, tu n'as pas envie de les passer. C'est pour ça. C'est bien rythmé pour le coup. Donc oui, pour le coup, c'est un très bon jeu. On sent que la saga a appris de ses erreurs pour le coup et veut aller de l'avant en livrant un jeu qui est fini avec une histoire complète et un système de jeu qui tient la route. Et c'est très important après FF15 qui avait un début un peu compliqué. C'est beau ce que tu dis, un jeu qui est fini. On se félicite d'un jeu fini à la sortie. C'est vachement rare maintenant quand même. Alors comment tu vas me convaincre d'y jouer, Victoria? Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Et en plus, si je peux ajouter, le système de combat, c'est quand même largement allégé. C'est-à-dire qu'avant, tu gérais une équipe de entre 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Il fallait changer tous leurs équipements et tout. Moi, j'adorais ça, genre vraiment trop bien. Je regrette un peu qu'il l'ait pas gardé, mais si tu connais pas Final Fantasy, faut foncer parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Donc voilà. Tu te soucies quasiment de rien. En plus, c'est beau. En plus, il y a plein de trucs. Les musiques sont géniales. Enfin, franchement, il faut foncer de ouf. Alors, si vous en ont pas donné envie de jouer à Final Fantasy XVI, je ne sais pas quoi faire. Ça sort le 22 juin sur PS5. Voilà. Malheureusement, pour les autres, il faudra encore attendre. Oui. Et bien voilà, on va clore cette longue partie Final Fantasy. On va parler d'autres jeux. C'est l'heure de À quoi on joue. Alors, je les ai laissés parler très très longtemps sur Final Fantasy parce que moi j'ai d'autres jeux qui n'ont absolument rien à voir à vous proposer. Dans les sorties récentes, on va faire vite le tour parce qu'il reste un tout petit peu de temps. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur l'année dernière à la Gamescom pour un jeu français qui est enfin disponible, qui s'appelle Dordogne. Voilà, c'est un nom qui m'a fait rire sur le coup. Ouais. C'est un jeu qui est disponible sur toutes les consoles, sur PC, dans le Game Pass. On parlait du Game Pass, il est disponible dans le Game Pass. C'est la Madeleine de Proust absolue. Visuellement, c'est absolument somptueux. Dordogne, c'est un peu en aquarelle. Ça parle donc de cette jeune femme trentenaire, Mimi, qui se retrouve à aller dans la maison de sa grand-mère qui vient de décéder, en Dordogne, donc forcément. Spoil. Et elle va y revivre tous ses souvenirs d'enfance d'un été 20 ans plus tôt où il s'est passé des choses. Elle avait oublié qu'elle y était allée. Et en revenant sur les lieux, la maison, la campagne et tout, elle va retrouver ses souvenirs. Alors nous, joueurs, on doit prendre des photos, on doit capter des sons, des bruits environnants, retrouver des mots. Je ne sais pas si vous y avez joué, mais alors je vous le conseille vivement, c'est absolument génialissime, ce petit jeu. Alors, c'est un peu les jeux doudou, quoi. Ah, mais ça fait trop envie. J'ai pas joué, mais j'ai une de mes collègues qui a beaucoup joué, et c'est vraiment peut-être la plus belle direction artistique de l'année. Ah mais alors, honnêtement, c'est tellement à part. C'est tellement à part comme style visuel, c'est-à-dire que c'est de l'aquarelle, c'est du dessin un peu fixe. C'est des gens derrière un je ne sais quoi, donc le studio est... je vais me tromper sur l'autre nom, mais c'est l'autre studio, c'est un studio d'animation. Et en fait, derrière le jeu, ce sont des gens qui viennent de l'animation, du film d'animation. Et ça se sent énormément, vraiment, c'est ma reco absolue. C'est pas Focus Non, alors c'est édité par Focus, oui, c'est ça, mais c'est des petits studios français, du sud de la France, forcément. Autre jeu qui n'a un peu rien à voir, mais dans le style poétique aussi, c'est Harmony, The Fall of Reverie, qui est arrivé et qui sera disponible le 22, enfin, qui est déjà arrivé sur Nintendo Switch et PC, et qui arrive sur les autres consoles le 22. Là, on est aussi dans du jeu narratif. C'est Dontnod. Donc, forcément, on sait ce que ça vaut au niveau ambiance poétique, mélancolique. Vous incarnez une jeune fille qui s'appelle Polly, qui revient, pareil, dans sa ville natale parce que sa mère a disparu. Donc, elle part enquêter sur la disparition de sa mère et elle va se découvrir, en fait, un étrange pouvoir qui lui permet de passer dans un autre monde où elle devient, justement, Harmony, qui est une espèce de déesse idolâtrée là-bas. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle va rencontrer ce qu'on appelle les aspirations, qui sont des créatures un peu divines, mais qui sont la gloire, la félicité, la vérité, le pouvoir, le lien et le chaos. C'est pour vous dire, selon la personne avec laquelle vous allez sympathiser, l'histoire prend une orientation plus ou moins chaotique ou plus ou moins glorieuse. En fait, vous allez décider de ce que vous voulez être comme type de déesse, et ça va avoir des répercussions sur l'histoire et sur les autres personnages aussi, sur est-ce que vous avez fait en sorte que tous les habitants de ce monde parallèle s'entendent, ou semer la zizanie façon Game of Thrones, comme dans Final Fantasy. Voilà, il y a des monstres, mais ils sont beaucoup plus sympas, à mon avis, que ceux que vous avez croisés. Donc voilà, ça s'appelle Harmony, The Fall of Reverie. C'est très, très beau.
aussi, c'est très poétique. Ça joue un peu avec tous les codes, l'arborescence pour évoluer, pour savoir ce que vous voulez faire, avec un fond de narration. Et c'est une très très belle histoire. Ça se passe dans une en plus ambiance un peu méditerranéenne quand elle est dans le monde réel, un peu psychédélique, étrange. C'est un peu futuriste, Ouais, très futuriste. J'aime beaucoup la patte graphique. Alors pour ceux qui ont la chance de voir les images, qui ne font pas qu'écouter en podcast, c'est très très beau. Je vous le recommande aussi. Autre jeu familial, pour finir, j'enchaîne. Rien à voir, mais très très drôle, Park Beyond. Ah. Voilà, jeu de gestion de parc d'attractions complètement foutraque. Autant vous le dire directement. C'est de la gestion, c'est de la création. Vous allez faire votre parc comme vous voulez. Alors c'est dans la mouvance des Planet Coaster, c'est quoi, Tycoon Roller Coaster. Ouais, je crois. C'est complètement barré. Ils ont une idée, c'est une fonction qui s'appelle l'Impossify. Alors, impossification en français. Et ça vous permet, quand vous créez une attraction, de la rendre encore plus nawak. pour dire autrement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir... là, tout sens de la gravité, on oublie. Mais le but, c'est de faire tomber les clients, quoi. Votre truc peut décoller sur la Lune. C'est de la téléportation, créer des portails, etc. Ouais. C'est vraiment juste faire le parc d'attraction de tes rêves, sans logique particulière de physique ou de loi de la nature. C'est génial. Tout le reste se tient. C'est-à-dire le reste, c'est un vrai jeu de gestion de parc. Donc il faut faire attention au flux de personnes, si les attractions... Enfin, il faut rendre son parc intéressant. C'est vraiment le jeu de gestion de base, avec cette dimension. Et en plus, hyper complet pour construire. Pour construire des attractions. On choisit son style, on doit faire aussi en fonction de la géographie des lieux, de la topographie. Et il y a soudainement ce truc complètement barré qui fait que vous allez avoir ce pouvoir d'impossification d'un seul coup sur une attraction qui va devenir gigantesque et faire n'importe quoi. C'est un bon moment de détente. C'est vraiment des petits jeux familiaux là. Je vous propose, c'est si Final Fantasy, vous laissez aux grands. Et bien voilà, les plus jeunes peuvent aller jouer à ça. Et je crois qu'en plus tu peux jouer, tu peux te mettre dans les attractions avec une vue à la première personne pour vivre tes attractions toi-même. Exactement. Donc ça c'est vraiment chouette pour le coup. Ça c'est vraiment ça c'est chouette. C'est déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC, Park Beyond. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette émission. J'ai encore pris du temps, désolée. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour Final Fantasy XVI. Hein. On ne peut pas tout faire. Donc, merci Nicolas. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on te retrouve sur JVcom. Évidemment. Tout le temps pour les prochains RPG, parce que tu as eu un peu d'activité ces derniers temps. Oui, beaucoup de jeux japonais ces derniers temps, donc oui, beaucoup de choses à traiter. Et à mon avis, c'est pas fini. Et c'est pas fini, on n'en est qu'à la moitié de l'année. Et Victoria, on te retrouve sur Tech & Co avec moi. Avec toi. Tout le temps. Hein, on peut lire et vous pouvez aller voir tout ce que vous voulez savoir sur Final Fantasy XVI aussi chez nous, grâce au talent de Victoria qui s'y est collée. Mais franchement, je pense que ça n'a pas été une souffrance. Non, hein. Ça va. Bien. Et puis, merci à vous, toutes et à tous, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur Tech & Co, la chaîne. Vous pouvez évidemment la retrouver sur le site, en replay sur YouTube et sur la plateforme BFM RMC Replay. Et évidemment, en podcast partout. Allez-y et laissez-nous votre avis. Et on se dit à très très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine par hasard. Allez, jouez bien.